Audrey Co-Conception, bonjour. La farce pH. Un sujet m'a toujours fasciné. C'est celui des thèmes qui font consensus dans l'opinion publique, à ce point que personne ne songerait à les discuter, alors que ces mêmes thèmes sont construits sur des thèses, acceptables à un moment et à un niveau donné de connaissance, mais reconnues ensuite comme étant fausses, inexactes, et donc devenues indéfendables une fois leur caractère fallacieux démontré. Il n'empêche, la thèse peut s'écrouler. Les croyances qu'elle a entraînées, qui devraient logiquement s'écrouler avec elle, n'en sont en rien, même un petit peu ébranlées. On pourrait presque défendre le contraire. Plus la croyance est fausse, plus elle paraît inébranlable. Cette remarque générale vaut pour de nombreux domaines, mais nulle part sans doute elle ne se vérifie avec autant d'acuité que dans celui de l'animal de compagnie, et tout particulièrement dans le cas du chien. Le recensement des croyances fausses en ce qui concerne le chien pourrait faire un livre à soi tout seul. Je pourrais vous en donner 1000 exemples, à commencer par les qualités vantées de l'alimentation naturelle, ou encore par la nécessité de nourrir les chiens tous les jours de la même façon, ou de ne pas leur donner certains restes alimentaires. Une idée rencontre l'assentiment de tous les spécialistes. Les shampoings pour humains ne peuvent pas être utilisés pour les chiens. Pourquoi ? Eh bien, nous verrons tout à l'heure ce que c'est que le pH, mais l'argument est le suivant. Les chiens ont un pH, la peau des chiens a un pH différent de celle des humains. Par conséquent, si on utilisait un shampoing pour humain sur un chien, on lui nuirait. Interrogez les professionnels, les vétérinaires, les fabricants de shampoings pour animaux, faites des recherches sur le web, je vous défie de trouver quelqu'un qui soit d'un autre avis. Tous les spécialistes, tous les connaisseurs, tous les professionnels le disent donc, les shampoings pour humains ne sont pas adaptés et sont même préjudiciables aux chiens, il en est de même pour les chats. Vous pouvez interroger le web, vous pouvez chercher ce que vous voudrez, vous trouverez toujours cet avis. Une telle unanimité efface tous les doutes et ne permet aucune illusion, aucune hésitation. Un shampoing pour chien devra donc avoir un pH voisin de celui de la peau de cette espèce. Il y a tout de même un petit problème. Ce consensus admirable s'arrête aussitôt son énonciation. En effet, à partir de la question suivante, qui est logique, à savoir quels sont les pH respectifs de la peau du chien et de l'homme, la belle symphonie initiale éclate dans la plus affreuse cacophonie. Voyez vous-même. Est-il besoin de le rappeler ? Le pH, potentiel d'hydrogène, mesure l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Quand celle-ci est neutre, le pH est de 7. S'il est inférieur, il est réputé acide. Et s'il est supérieur, il est basique. Rendez-vous sur le web ou sur les prospectus des fabricants, eh bien vous allez voir que personne n'est d'accord avec personne. Si l'on porte sur un tableau tous les pH que l'on peut rencontrer, on voit qu'on aura un tableau qui s'étalera de 4,4 à 7,2 pour les humains et de 5,5 à 8,6 pour les chiens. À croire par conséquent que le pH de la peau des chiens serait supérieur à celui des humains. Quant aux chats, les résultats sont encore plus fantaisistes. Qu'on se dispute sur les chiffres passe encore, mais ce qui est surprenant, c'est cela. Une petite majorité d'auteurs s'accordent à dire que le pH humain est supérieur à celui du chien, mais une grande minorité défend le contraire et prétend que le pH de la peau des chiens serait supérieur à celui des humains. Quelle cacophonie! Comment comprendre ? Comment expliquer que sur un sujet qui paraît somme toute assez simple, les avis soient si divers ? Une remarque préalable va vous surprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que le pH, c'est celui d'une solution aqueuse.
Or, on ne peut pas vraiment dire que la peau soit un liquide. Donc, parler du pH de la peau, c'est en réalité un abus de langage, au sens propre, presque une absurdité. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on ne parle pas de pH de la peau, mais de pH du pelage, voire des ongles, comme le font certains auteurs. C'est vrai, nous l'avons d'ailleurs noté, la peau est protégée par un film cutané protecteur, qui est un mélange complexe comprenant du sébum. Est-ce que pour autant on peut le considérer comme un liquide? Peut-on mesurer réellement ce pH? Oui, il existe des appareils pour cela. Mais sont-ils bien utilisés? La diversité des résultats annoncés peut en faire sérieusement douter. Nous avons remarqué que certains auteurs défendent sérieusement un pH de la peau humaine inférieur à celui du chien. Il y a de bonnes raisons de penser que ce n'est pas possible. La dermatologie humaine nous démontre qu'une peau plus acide est moins bien défendue qu'une autre des mycoses qui l'est moins. C'est-à-dire plus la peau est acide, plus elle est sensible aux mycoses. Les peaux moins acides sont moins sensibles aux mycoses. Je vous rappelle ce que nous avons dit à propos de la teigne. Le petit chat que vous venez d'adopter peut très bien ne montrer aucune lésion. Pour autant, il peut fort bien être porteur de la teigne. On dit que c'est un porteur sain de la teigne. Peut-il transmettre ce champignon aux autres membres de la famille? La réponse est oui. Et dans ce cas, il le fera toujours dans le même ordre. D'abord le nourrisson, puis la mère de la famille, et enfin le père. Cet ordre est d'ailleurs logique, puisque le pH cutané du nourrisson est inférieur à celui de la mère, qui est lui-même inférieur encore à celui du père. Or, l'expérience le montre. Si cette famille qui vient d'accueillir le chasteton suspect compte un chien, c'est une certitude, celui-là sera contaminé le premier, bien avant les enfants. L'hypothèse selon laquelle le pH du film cutané canin serait supérieur, et non inférieur, comme je l'ai dit auparavant, au pH du film cutané humain est donc tout à fait invraisemblable. Ce qui est vraisemblable, c'est que ce soit le cas pour le chat, et que la répartition se fasse nourrisson, femme, homme, chat. Et plus exactement, il faudrait commencer par le chien. Donc chien, nourrisson, femme, homme et chat. Mais pourquoi, me demanderez-vous, tant d'auteurs soutiennent-ils le contraire? À mon avis, c'est parce qu'ils sont les victimes de leurs croyances, de leur dogme. Quel est leur dogme? Un shampoing doit avoir un pH proche de la peau de l'individu auquel il est destiné. Or, comme ils constatent que la plupart des shampoings humains ont un pH compris entre 4,5 et 5,5, eh bien il faut que la peau humaine ait un pH de l'ordre de 4,5 à 5,5. C'est d'autant plus nécessaire que si ce n'était pas le cas. La conclusion, ce serait catastrophique pour la théorie. Réfléchissez, cela voudrait tout simplement dire que les shampoings pour humains seraient en réalité mieux adaptés à l'espèce canine qu'à la nôtre. Il faut donc que ces valeurs aient été choisies pour se rapprocher de celles du film cutané protecteur humain qui doit, par conséquent, présenter un pH inférieur. La réalité est sans doute bien différente. Pourquoi les shampoings ont-ils un pH faible? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont plus faciles à fabriquer de cette façon et parce qu'ils se révèlent plus efficaces que ceux qui le sont moins. Essayez par exemple de vous laver les cheveux avec du savon. Or, le savon a un pH très élevé, il est même basique. Donc, il ne mousse pas, il ne permet pas de réellement laver les cheveux, par contre, il les dégraisse beaucoup trop, il les abîme, ce que ne font pas les shampoings acides. Les shampoings sont très acides
non pas parce que la peau humaine est acide, elle ne l'est pas, les shampoings sont acides parce qu'ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont acides, voilà la réalité, et voilà pourquoi ils le sont. Maintenant se pose une question, comment comprendre que des cheveux et une peau, dont le pH est sans doute assez proche de 7, ne semblent pas subir de dommages de l'utilisation de produits dont le pH est nettement acide? Car redisons-le, si nos shampoings n'étaient pas utilisables pour les chiens du fait de leur faible valeur de pH, ils devraient l'être moins encore pour les humains, dont le pH cutané est supérieur à celui des chiens. Eh bien, la réponse à cette question n'est pas cosmétologique, mais mathématique. En effet, ce n'est jamais le shampoing que l'on applique sur le chien, mais toujours un mélange au shampoing. Et ce qu'il faut prendre en considération, ce n'est donc pas le pH du shampoing, mais le pH de ce mélange final. Vous ne mettez jamais du shampoing pur. D'abord, en général, vous avez commencé par mouiller le chien, et généralement, vous diluez également le shampoing, soit directement, soit en mettant un peu d'eau pour que vous puissiez savonner. Le shampoing n'est jamais mis pur, il est toujours plus ou moins dilué. Alors ce qui compte, c'est le mélange, le pH du mélange. Eh bien, lorsque l'on mélange deux solutions aqueuses, par exemple A et B, dont les pH sont différents, on sait calculer le pH du mélange en faisant la moyenne arithmétique des pH de chacune des solutions selon la formule. Le pH du mélange, c'est le pH du produit A multiplié par le volume A, plus le pH du produit B multiplié par le volume du produit B, le tout divisé par le volume du produit A plus le produit B. Convenons d'appeler T le taux de dilution du shampoing, 5%, 10%, ce que vous voudrez. Notre formule devient alors, le pH du mélange, c'est le pH de la peau, de l'eau, moins ce fameux taux de dilution, facteur du pH de l'eau, moins le pH du shampoing. Rien qu'avec cette formule, vous voyez que le pH du mélange a de fortes chances d'être fort proche du pH de l'eau. Le pH du mélange est donc égal au pH de l'eau, diminué d'un certain pourcentage de la différence entre le pH de l'eau et celui du shampoing. Quelle valeur retenir pour T? Vous savez, le shampoing est assez dilué, parfois vous le diluez vous-même, ou il se dilue parce qu'on l'applique sur un chien mouillé, ou parce que l'on continue à mouiller une fois qu'on a posé le shampoing. Les calculs qu'on peut faire démontrent qu'on peut prendre un taux de 10%, c'est généralement beaucoup plus, mais mettons 10% pour se mettre dans le plus mauvais des cas. J'ai fait beaucoup de mesures avec des pH mètres, et j'ai trouvé qu'en général, on est plus près de 15 à 16% que de 10%. Mais retenons 10% pour notre réflexion. Bien, supposons que nous partions de ce 10% et qu'on prenne une eau habituelle, les eaux dures du robinet, qui ont en général un pH de l'ordre de 7,5. C'est en tout cas ce que mes mesures m'ont toujours montré. Prenez un shampoing pour humain avec une valeur basse, 5 par exemple. Eh bien, la formule que je vous ai donnée tout à l'heure devient 7,5 moins 0,1 facteur de 7,5 moins 5. Vous pouvez prendre vos machines à calculer, vous verrez que vous trouvez 7,25. Vous voyez que le pH a diminué d'une valeur de 0,25 et qu'on est toujours fort éloigné de la valeur du pH 5. La conclusion est donc sans appel, puisque là nous nous sommes mis dans le pire des cas, si je puis dire. Le pH du mélange appliqué sur le chien est pratiquement celui de l'eau utilisée. L'influence du pH propre au shampoing est absolument négligeable. Ça, ce n'est pas un avis, ça, ce n'est pas une croyance, ça, ce sont des mathématiques ou, si vous préférez, de la physique. Tenez compte encore du fait que non seulement ça c'est le produit qu'on applique, mais ce qu'on mettra le plus sur le chien c'est le rinçage. Et le rinçage, lui, va bien se faire avec l'eau. Donc si le pH avait un rôle à jouer, eh bien peu importe le pH du shampoing, comme on va rincer très longtemps avec de l'eau et que c'est avec de l'eau qu'on va finir,
eh bien, le pH de l'eau aurait des effets catastrophiques sur le chien. Heureusement que ce n'est donc pas le cas. À noter que si le pH avait quelque effet sur le pH, sur l'eau, le pelage, eh bien à ce moment-là, il faudrait travailler avec une eau osmosée. Vous reverrez ce que c'est qu'une eau osmosée. Une osmosée, c'est une eau que vous fabriquez pour qu'elle devienne complètement pure. J'ai fait beaucoup de mesures. Une eau osmosée, tant qu'elle n'a pas vieilli, a un pH de l'ordre de 6, voire 5,9. Donc, il serait à ce moment-là absolument judicieux d'inviter tout le monde à travailler avec de l'eau osmosée, qui a un pH de 5,9, sans doute assez proche donc du pH du chien de 6,4, et de s'interdire de travailler avec des eaux dures de 7,5 de pH. On voit bien que ce qui compte à ce moment-là, si le pH avait un rôle à jouer, ben ce ne serait pas le shampoing, ce serait beaucoup plus l'eau. Mesdames, messieurs les fabricants, il est possible que certains shampoings ne soient pas adaptés à la peau des animaux, mais ce n'est en aucun cas à cause de leur pH. Le pH qui s'applique sur le chien est égal au pH de l'eau, et ce qui est le plus appliqué sur le chien, c'est l'eau. Donc ce qui compte, c'est le pH de l'eau. D'ailleurs, de très nombreuses expériences me l'ont démontré. Contrairement à ce que tout le monde répète, certains shampoings dits pour humains réussissent très bien sur les chiens et parfois de manière spectaculaire quand ils sont de bonne qualité. En particulier des shampoings de type à l'aloe vera, CAD, etc. aux amandes sont tout à fait excellents pour les chiens, donnent de tout à fait bons résultats et il n'y a absolument rien à leur reprocher et ils ne fonctionnent absolument pas moins bien que les shampoings équivalents pour chiens, que d'ailleurs en général on ne trouve pas dans le commerce. C'est bien ça le problème, c'est que le marché du cheveu humain est quand même plus important que le marché capillaire, le marché du poil du chien. Par conséquent, si vous voulez des shampoings un peu originaux, des shampoings qui permettent certains effets, vous ne les trouverez tout simplement pas dans les produits proposés pour les chiens. En particulier, l'aloe vera, je n'en ai jamais rencontré comme shampoing pour chien, or c'est un des meilleurs produits qui soit. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, vous pouvez parfaitement utiliser des shampoings pour chiens, pour humains, sachant toutefois que sur le plan économique, ce n'est pas certain, ils sont généralement plus chers. Je vois au moins deux conclusions à mon exposé. Le pH des shampoings est peut-être un bon argument commercial, ça je ne le conteste pas. Ça impressionne toujours les gens et ils y croient, mais il n'a aucune valeur scientifique. C'est au sens propre de l'expression une farce, même si tout le monde la répète. C'est une grossière erreur. C'est peut-être un argument de marketing, mais ce n'est pas un argument sérieux. La seconde est de portée plus générale. Retenez cet exemple en toilettage, comme sans doute dans beaucoup de domaines. Ne tenez jamais pour certaines les certitudes collectives. Ce pauvre Galilée a été le premier à dire que la Terre était plate. Il a été tout seul à le dire. Il a même eu un procès parce qu'il disait cela. Et pourtant, comme il l'a dit, la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde et elle tourne sur elle-même. Lorsqu'on lui a fait abjurer ce qu'il disait, il a murmuré dans sa barbe et pourtant elle tourne. Eh bien, ici, en toilettage, vous pourriez terminer ce cours en disant « Et pourtant, le pH des shampoings n'a aucune importance ». Je vous remercie de votre attention.